popularisé au XXe siècle par un certain nombre de maîtres japonais tels Suzuki, et qui ont fait de cette religion une forme de voie de libération universelle. Et ça a été repris d'ailleurs et très utilisé dans les années 60 et les années 70 par les beatniks américains. Mais c'est peut-être une façon très biaisée de parler du bouddhisme Chan. Alors qu'est-ce que c'est que le bouddhisme Chan? Tout d'abord, le mot Chan, c'est une abréviation d'un mot sanskrit qui est dhyana et qui désigne de manière générale la méditation. Donc, le mot Chan est simplement une abréviation de ce mot, et il insiste évidemment sur l'idée que ce courant bouddhique met l'accent sur l'idée de méditation et l'idée d'accès à l'éveil. Mais il va le développer d'une certaine façon et dans un cadre très particulier. Ce courant naît d'abord au 6e et 7e siècle de notre ère en Chine, et il reçoit toute une série d'influences de courants indiens, mais aussi de courants spécifiquement chinois, et il va progressivement devenir indépendant dans le courant du 8e siècle de notre ère. Donc c'est au départ une sorte de... c'est pas encore tout à fait une école, c'est plutôt une orientation. Et cette orientation va devenir progressivement au 8e siècle une école qui, cependant, recevra toujours de multiples influences d'autres écoles bouddhiques. Ce courant se définit tout d'abord par un certain nombre d'éléments de pensée, sur lesquels je vais revenir, mais aussi et avant tout par la construction d'une lignée, d'une généalogie. Toute une partie du travail du bouddhisme Chan ou du bouddhisme Zen consiste à inventer une sorte de généalogie des maîtres bouddhistes. C'est un courant spécifiquement chinois. C'est quelque chose qui n'existe pas en Inde, qui n'existe pas dans d'autres régions d'Extrême-Asie ou d'Asie du Sud-Est. C'est quelque chose qui naît véritablement en Chine et qui constitue peut-être ce que l'on peut appeler la forme la plus chinoise du bouddhisme originel. Et par forme la plus chinoise, on peut dire aussi la forme la moins indienne et peut-être la moins bouddhique du bouddhisme en lui-même. Donc c'est un courant qui est très particulier et qui va avoir besoin de fonder sa légitimité. Et pour fonder cette légitimité, il faut qu'il y ait une transmission qui se fasse de manière continue depuis le Bouddha historique, depuis Shakyamuni, jusqu'aux maîtres chinois. Donc les maîtres chinois vont inventer une tradition généalogique qui commence bien sûr avec le Bouddha et qui va ensuite donner toute une série de maîtres indiens, 28 maîtres indiens. Les noms vont être inventés par les Chinois. Et le 28e maître indien va aller en Chine. Et en Chine, il va transmettre son héritage. C'est le fameux Bodhidharma, Tsutidharma, ou Dharuna en japonais, qui est un maître indien, représenté sur les peintures toujours avec un visage noir, une tête assez effrayante, et qui est caractérisé par le fait qu'il serait resté pendant 9 ans devant un mur de méditation, indiquant de cette manière-là que la méditation était le cœur même de cette doctrine Chan ou cette doctrine Zen. Bon, par ailleurs, certaines traditions rapportent que pour ne pas s'endormir devant le mur de méditation, il se serait coupé les paupières
Et donc là, c'est une des façons aussi, cette histoire est aussi une des façons de choquer. Ce bouddhisme, on va le voir, a quelque chose de choquant pour la tradition chinoise et se veut volontiers provocateur, subversif ou iconoclaste. Alors, cette tradition va se développer à partir de ce maître plutôt imaginaire qu'est Bodhidharma, et il va y avoir un certain nombre de patriarches qui vont être listés dans l'histoire de ce bouddhisme, et l'histoire la plus connue, c'est la transmission en fait au sixième patriarche qu'est Huineng. Alors, il y aurait eu un maître qui voudrait transmettre la robe et le bol de moine, symbole de l'autorité du Chan, à un disciple, et il demande à son meilleur disciple de rédiger un poème montrant à quel stade il est parvenu dans la réalisation du bouddhisme. Et le bouddhisme, le maître, c'est le cinquième patriarche, qui s'appelle Hongren, et il demande à son disciple le plus avancé, Shunxiu, de composer une stance sur sa réalisation, son degré de réalisation dans le bouddhisme. Et la stance, je peux peut-être vous la donner. Je ne sais pas ce texte-là. C'est celle-ci, les 4 vers qui sont là. Le disciple donc le plus avancé, Shunxiu, écrit « Notre corps est l'arbre de la Bodhi, l'arbre de l'éveil, et notre esprit est un miroir brillant. À chaque instant, nous les essuyons avec soin et n'y laissons se poser aucune poussière. » Donc l'idée, c'est que notre corps contient en lui-même l'esprit du Bouddha, et que la seule chose à faire, c'est cultiver cet esprit du Bouddha en frottant, en essuyant, en enlevant les poussières du monde. Et donc ça traduit pour le disciple de Hongren, ça traduit l'effort que doit faire le disciple dans la culture de soi. Alors le maître Hongren fait des éloges de ce poème, mais en même temps il considère que ce poème décrit simplement la pratique quotidienne de son disciple et ne rend pas compte véritablement de l'éveil. Or, il se trouve qu'un novice, un jeune moine, appelé Huineng, qui est dans la tradition qualifiée d'illettré, et se contentant toute la journée de balayer le sol de la cour du monastère, ce jeune novice, Huineng, décide de composer un autre poème qui répond à celui du disciple. Et ce poème, c'est celui-ci. Il n'y a ni arbre de la Bodhi, ni support d'un miroir brillant, puisque tout est vide, on peut traduire aussi clair ou limpide, où la poussière peut-elle se poser? Alors, le poème répond précisément au poème précédent. Le poème précédent insistait sur l'effort. Il faut frotter le miroir, constamment. Et le poème du jeune novice dit, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Nous possédons nous-mêmes l'esprit du Bouddha. La nature du Bouddha est en nous. Il n'y a rien à frotter. Il n'y a rien à essuyer. Il y a simplement à être ce que l'on est. Et c'est tout, sans effort. Et le maître Hongren, entendant ce poème, ou voyant ce poème gravé sur une pierre par un ami de Huineng, décide en secret, selon la tradition, de lui remettre les insignes de la maîtrise en bouddhisme, le bol et la robe. Et ce jeune novice Huineng serait donc devenu le 6e patriarche du bouddhisme Chan, et serait, à partir de là, aurait fondé véritablement
l'école du bouddhisme Chan en allant vers le sud, en fuyant vers le sud. Alors il y a toute une série d'histoires et de péripéties relatives à la fuite vers le sud. Au fond, ce bouddhisme se serait développé dans le sud. Alors il se développe avec cette idée d'abord que la nature du Bouddha est présente en tout homme et que, au fond, il n'y a pas véritablement à cultiver cette nature de Bouddha, il n'y a simplement qu'à la faire apparaître, à la faire émerger. Donc il va y avoir un refus général de l'effort dans cette pratique religieuse, et l'idée c'est que, comme nous possédons tous la nature de Bouddha, eh bien il faut qu'elle surgisse, cette nature du Bouddha, que cette bodhéité surgisse, à la faveur d'une circonstance particulière. Et ça va donner l'idée de subitisme, l'idée d'éveil soudain, l'idée d'éveil subit, qui n'intervient pas au bout d'un effort continu. C'est-à-dire que l'effort apparaît comme une sorte d'impasse pour atteindre cet éveil, cette illumination qui est le cœur du bouddhisme, et cet éveil qui permet de devenir un nouveau maître ou un nouveau Bouddha. Donc il va y avoir donc, à partir dans ce bouddhisme-là, un refus général de la culture de soi, un refus général de la culture de soi, et plus largement un refus général de la culture tout court. Dans la mesure où les maîtres de ce bouddhisme-là considèrent que les livres qui rapportent les textes du Bouddha sont, alors comme disent les textes chinois, sont le résidu ou le reste de l'esprit du Bouddha. Donc ce ne sont pas la vérité, ce n'est pas la vérité du message bouddhique que l'on peut trouver dans les textes, mais simplement les résidus, la lie, comme ce qui reste à la fin d'une bouteille d'alcool. Il y a un dépôt, et ce dépôt, en fait, ne rend pas compte de l'esprit. En français, on parle de l'esprit du vin. Et l'esprit du vin est parti, il ne reste que le dépôt du vin qui n'est pas utile ou n'est pas une voie d'accès nécessaire pour l'illumination ou l'éveil. Donc il va y avoir un refus général de la littérature bouddhique. Et comment se fait en fait la transmission ? Eh bien la transmission doit se faire d'esprit à esprit. Il y a une anecdote qui est toujours rappelée, qui serait, selon ces maîtres-là, à l'origine du bouddhisme Chan. C'est le Bouddha qui, sur le mont du Vautour, aurait un jour montré une fleur de lotus. Et les disciples ne comprennent pas, sauf un qui sourit, Mahakasyapa, qui sourit. Et le sourire de Mahakasyapa montre qu'il a compris le message du Bouddha. Alors quel est le message ? On ne sait pas, puisque le Bouddha n'a pas parlé. Mais la transmission s'est faite du maître au disciple, et le Bouddha aurait ensuite transmis son héritage de pensée à ce disciple. Donc il y a un refus général de l'écriture, et ça, pour la pensée chinoise, refuser l'écriture, c'est presque un scandale. La culture chinoise, c'est une culture de l'écrit. Donc il y a quelque chose qui va être ici, au départ, très violemment anti-culture chinoise, et d'une certaine façon anti-culture. Il y a quelque chose qui est violemment subversif dans cette pensée à l'origine. Alors, juste un petit détail, c'est que on ne peut pas donc noter ou écrire les paroles de ces maîtres. Parce que l'écriture ne correspond pas à la vérité de l'esprit de ce que l'on a dit. Pourtant, quand les maîtres disparaissent, il faut bien que les disciples transmettent le message. Donc comment vont-ils faire ? Puisque l'interdit, c'est ne pas établir d'écriture. C'est la règle, c'est il ne faut pas établir d'écriture. Eh bien, les disciples de cette école-là vont contourner cet interdit
en écrivant non pas dans la langue classique des lettrés, mais en notant pour la première fois la langue que l'on parle. C'est-à-dire qu'il y a deux langues en chinois. Il y a la langue que tout le monde parle, que moi je parle, que vous, que certains d'entre ici parlent, mais que les Chinois parlent. Et il y a une langue qui était une langue écrite, et qui est totalement différente. Et avant ces textes bouddhiques écrits par les disciples, eh bien la seule littérature que l'on possède, c'est une littérature dans la langue écrite, qui dispose d'une grammaire particulière, d'un vocabulaire particulier. Et les disciples bouddhistes vont, eux, pour la première fois, dire « Ah, on ne peut pas écrire parce que l'écriture interdit l'éveil. Mais on peut noter la parole. » Et donc, ils vont directement noter la parole, comme on note aujourd'hui dans la langue chinoise écrite, aujourd'hui la parole. Donc c'est quelque chose d'assez étonnant, c'est-à-dire que c'est par l'intermédiaire de ces textes bouddhiques qu'on note pour la première fois en Chine la parole telle qu'elle est prononcée. Avant, elle est retranscrite dans une autre forme d'écriture. Alors, cette pensée bouddhique, elle repose donc sur une idée principale qui est la conception de la nature du Bouddha qui est présente en nous à titre originaire. Nous possédons tous la nature du Bouddha, nous pouvons tous devenir Bouddha. Ça, c'est une des conceptions fondamentales. Et cette conception fondamentale, elle se déploie sur l'idée qu'on peut parvenir à cette réalisation de la nature du Bouddha par la méditation, ou surtout, comme vont le dire ensuite un certain nombre de maîtres bouddhiques, par la pure présence à soi dans le moment présent. C'est-à-dire en faisant parfaitement ce que l'on doit faire au moment où on le fait, on est un Bouddha. Donc les exemples qui vont être développés sont les exemples très simples. Le véritable Bouddha, c'est celui qui cultive son jardin. C'est celui qui bine la terre, plante des arbres, ou qui arrose des plantes. Donc la nature du Bouddha s'exprime en fait dans le quotidien le plus banal. Donc quand vous devenez un Bouddha dans cette école-là, vous n'êtes pas un être surnaturel. Vous êtes simplement un homme qui est pleinement présent à lui-même, ici et maintenant. C'est tout. Être Bouddha, c'est être vous et moi. Mais parfaitement. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Donc l'idée, c'est ça, c'est une forme de... Il y a un refus, en fait, d'une forme de religiosité qui serait transcendantale ou transcendante. La véritable réalisation de soi, elle est dans le quotidien, dans la banalité la plus grande. Alors, cette école de Chan va ensuite se développer dans plusieurs branches. Il va y avoir... Elle partage la même idée, donc l'idée que le Bouddha est en nous tous, et l'idée que la réalisation de sa nature de Bouddha, c'est le quotidien parfaitement accepté, vécu. Mais il va y avoir plusieurs branches qui vont se développer, au moins cinq branches, qui vont développer plusieurs voies d'accès. Comment réalise-t-on finalement sa nature de Bouddha ? Et ces écoles, ces branches de cette école qu'est le Chan, sont assez particulières parce que certaines vont mettre l'accent sur des formes de pratique, d'autres sur d'autres formes. Alors je vais y revenir un petit peu plus tard, un peu plus loin à propos d'une école qui est l'école de Linxi, mais pour dire quelques mots, il y a certaines pratiques, certaines branches qui insistent davantage sur l'idée de méditation, et donc qui insistent non pas sur le statut de la méditation, mais sur la pratique même corporelle de la méditation. C'est-à-dire comment il faut tenir son corps, quelles sont les positions qui sont les positions correctes, quelle est la manière dont on doit aussi respirer, quel est le souffle qu'il faut avoir,
il faut aussi compter son souffle. Il y a d'autres écoles qui vont insister sur un dialogue très particulier entre le maître et le disciple, et en particulier une école qui est assez intéressante, qui s'appelle l'école Yunman, qui insiste sur l'idée que le maître doit répondre uniquement en un seul mot à toutes les questions qui sont posées. Donc il y a quelques exemples qui sont intéressants, je peux vous en donner un. Les disciples posent toujours des questions énormes. Qu'est-ce que la nature du Bouddha? Qu'est-ce que la méditation? Donc ce sont des grosses questions. Et à toutes ces questions-là, les maîtres disent de manière générale, pensent que ce sont de fausses questions et qu'on ne peut pas véritablement répondre à ces questions. Et les maîtres de l'école Yunmen, à ces questions, qu'est-ce que le Chan? Ils répondent, Jiga, c'est ça. Ça, on ne sait pas quoi, mais c'est ça. Ou qu'est-ce que la voix? Cherche. Ça, c'est la réponse. Fouille, creuse. Quel est l'œil du dharma? Quel est l'œil de la loi? La réponse, c'est partout. Donc la réponse est à côté de la question. Donc on vous dit on demande la nature d'une chose et on répond en disant partout. C'est là un lieu. Donc il y a toute une série comme ça de stratégies qui sont des stratégies de discours prononcés par les maîtres pour faire quoi? Pour en fait produire de la confusion dans l'esprit du disciple. Au lieu de donner des réponses claires à des disciples qui se posent des questions très sérieuses, qu'est-ce que la voie bouddhique? Qu'est-ce que la loi? Qu'est-ce que l'illumination? Eh bien, ces maîtres répondent toujours à côté, de manière en fait à troubler les disciples. Donc ça, c'est une stratégie de discours qui est caractéristique de tous les maîtres bouddhiques du Chan, qui utilisent le langage, non pas pour instruire, mais pour défaire l'esprit de leurs disciples, pour détruire les idées préconçues de leurs disciples. Donc il y a un aspect qui est un aspect profondément déstabilisant ou destructeur dans cette pratique bouddhique. Et ça, tous les maîtres les pratiquent d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est justement ce point-là que je veux un petit peu étudier, c'est cette relation particulière entre le maître et les disciples.